Salut les gens, c'est Starpure. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous parler encore une fois d'un tournoi auquel je vais participer. Mais ce n'est pas n'importe quel tournoi. Il s'agit d'un event mondial organisé par Pokémon Company en personne. Il s'agit de la Pokémon Players Cup. Bon, alors ils auraient pu trouver mieux pour le nom. D'après ce que j'ai compris, c'est un event en plus qui regroupe plusieurs jeux Pokémon. Donc vu que je ne m'intéresse pas aux autres jeux, je ne vais pas dire de bêtises. Mais pour le TCGO, c'est un event mondial. Pour faire simple, le monde a été divisé en 4 catégories. Donc il y a l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Océanie. L'Océanie, je pense au sens large, je ne vois pas exactement ce que ça regroupe. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis en Europe. Il a fallu, pendant tout le mois de juin, faire une série d'events, les petits tournois que vous connaissez, à 8 joueurs sur le TCGO. En fonction de son classement à chacun de ces events, on remportait un nombre de points et les 256 premiers joueurs de chaque zone se retrouvaient qualifiés pour cette Pokémon Players Cup. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un tournoi officiel de ligue, donc on a des juges, c'est un tournoi qui se déroule en standard, qui se déroule en 2 manches gagnantes, et c'est un tournoi qui se dispute avec tout le long de l'event le même deck, comme un tournoi officiel. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on sélectionne son deck, qu'on le publie, et on n'aura pas le droit de changer pendant tout l'event. Donc on a monté une petite équipe de France dans le but de se qualifier. On était une petite dizaine à échanger sur les decks, à échanger sur le méta qui a beaucoup évolué pendant ce mois. C'était très très dur à suivre. C'était un petit peu déstabilisant d'arriver à un deck qui tourne bien et se retrouver une semaine après avec un deck qui tourne plus du tout parce que plein de choses avaient changé. Donc voilà, j'embrasse toute cette petite équipe de France avec qui on s'est serré les coudes pendant un mois. Il faut savoir que sur cette équipe, on a été 4 qualifiés. Donc ce que je vous propose dans cette première vidéo, c'est de parler de tous les decks que j'ai envisagés pendant cette période, ceux avec lesquels j'ai eu beaucoup de succès et ceux avec lesquels j'ai eu moins de succès. Et enfin, je vais vous parler du deck qui a été sélectionné pour disputer ce tournoi. Donc on commence avec le premier deck que j'ai appelé courant test standard. Voilà, donc c'est un deck électrique. Qu'est-ce que c'est que ce deck? J'ai juste essayé de transposer mon deck avec lequel je me sens le mieux en étendu. J'ai essayé de le transposer en standard. Donc voilà, on retrouve les Fulgudog, les Tokurico V, Morpeko V et VMAX. J'ai donc ajouté des DDNGX pour reset sa main. Et force est de constater que en standard ça marche pas du tout. Voilà, il faut en standard changer sa main très rapidement, il faut aller très vite. Et j'ai été surpris de me rendre compte que mon deck ne va pas assez vite parce que comme vous pouvez le voir, j'ai 2 Rosemary, j'ai 2 Deden et j'ai 3 Feblo Ball et ça suffit pas pour aller chercher les bonnes cartes au bon moment, sachant qu'il me faudrait, pour bien faire, il me faudrait des Fulgudog pour pouvoir charger les Tokureko, et sachant que pour que le Tokureko soit vraiment efficace, il lui faut un échange. Donc ça veut dire de pouvoir remplir 2 Tokureko rapidement, ou alors d'avoir une carte échange. Sachant que je n'ai pas d'exploration de Leaf à cause des Deden. Et surtout, c'est que Tokureko V est un Pokémon qui pioche des cartes pendant son attaque, et du coup ça nous remplit la main de cartes potentiellement utiles à la fin du tour, qu'on ne peut pas utiliser, donc il faut attendre le tour suivant pour pouvoir les utiliser. Et malheureusement, en standard, le jeu favori, c'est de faire reset la main à tous les tours de ton adversaire, donc il y a énormément de Rosemary qui tournent, et aussi la fameuse carte tampon de réinitialisation qui est interdite en étendue, et qui pullule un peu en standard. Et du coup, c'est une carte Tokureko V qui perd tous ses avantages en standard. Donc je me suis vite rendu compte que c'était pas possible, et du coup j'ai tenté autre chose. Alors avant de passer en électrique et de connaître le succès que je connais maintenant avec mon deck électrique, j'ai eu une période Tenefix V, donc je me suis dit je vais le tenter, parce que mon deck Tenefix V contient énormément de cartes qui sont valables en standard, notamment toute la chaîne évolutive des Ixon de Galar et le Tenefix V. Et du coup, je me suis dit, ça fait un noyau assez dur pour le standard, sachant que Tenefix V, du coup, peut faire son attaque destructrice
pour seulement 2 énergies, je me suis dit ça va bien dans la logique d'un deck ultra rapide en standard et qui peut taper en très peu de temps. Voilà, donc on pose la carte, il n'y a pas besoin de le faire évoluer, on met 2 énergies dessus, et potentiellement on fait beaucoup de dégâts, donc c'est pas mal. Par contre, les mécaniques que j'avais en étendu pour commencer à mettre des marqueurs sur mon adversaire sont un peu plus réduites en standard, et les mécaniques sont assez lourdes à mettre en place avec Zigzaton. Donc on a bien sûr le Zigzaton et puis Z de rappel, etc. Donc on peut le mettre 2-3 fois d'affilée. Ça marche bien quand on a un Zigzaton et une épuisette de rappel dans la main. Si on n'a pas ça, on est vite embêté. Et en plus, les épisodes de rappel, on n'en a que 4. Et potentiellement, il faut tuer plus de 4 Pokémon sur une partie. Donc voilà, ça peut vite être problématique. Bah voilà, je me suis vite rendu à l'évidence que ça ne marchait pas non plus. Ensuite, vous le savez peut-être pas, mais j'ai connu un petit succès avant de commencer à jouer électrique en plante. J'adore le metagame plante, j'adore les synergies dans le jeu, j'aime bien la fiabilité qu'il y a dans les cartes et dans la façon de monter son deck. Le problème majeur de plante, c'est que même en étendu, ça reste assez lent à mettre en place. Il faut plusieurs tours pour que ce soit efficace. Et que ça commence à devenir inarrêtable, et malheureusement en standard c'est encore pire, malgré le fait qu'il y ait quand même beaucoup moins de feu depuis la nouvelle extension. Alors la logique c'est quoi? La logique c'est on pose des Wistampo très vite sur le banc, derrière on joue des Brindibou, Note Coco et Squad qui permettent de faire évoluer tout de suite le Wistampo algorithmique, et à partir de là, on charge les Pokémon qui tapent très fort. Donc, Brindibou Noix de Coco, c'est une carte qui est absolument énormissime. Pour moi, c'est une des plus fortes cartes escouade parce que déjà son attaque gratuite fait évoluer les Pokémon. C'est absolument insane. Ensuite, on a une attaque qui pour 150 soigne de 30. Donc, c'est vraiment pas dégueulasse. Et son attaque GX, pour 6 énergies, on enlève toutes les énergies adverses qu'il y a sur le board et on les remet dans le deck. C'est super fort et si on arrive à placer cette attaque GX, souvent ça plie la game, donc c'est pas rien. Ensuite, j'ai mis des Célébivé. Pourquoi Célébivé? Parce que pour une énergie, il va chercher des Pokémon, donc ça permet de pas tomber en panne en début de game. Et en plante, on aime bien remplir son board, donc du coup, une attaque qui pour 2 fait 150 dégâts si son board est plein, c'est vraiment très très fort. Et ensuite, Sinistre Élevé. Alors, Sinistre Élevé, c'est un Pokémon qui tape très très fort, qui pour une énergie peut potentiellement faire 120 dégâts un tour en début de game, quand on se retrouve avec un Wistampo en Pokémon actif et qu'on n'a pas eu le temps de se placer comme il faut. Donc l'idée, c'était de pouvoir mettre 2 Sinistres Élevés avec des ballons qui puissent switch et venir taper à 200 tous les tours, grâce à Gorhythmic, qui les charge rapidement. Mais le fait est que je me suis vite rendu compte que c'était très long à mettre en place. Il faut charger 2 Sinistres Élevés à 3 énergies. J'ai abandonné l'idée de jouer en plante, tout simplement. Donc j'ai dû me rendre à l'évidence, j'étais incapable de faire un deck standard qui tourne. Donc j'ai dû me résigner à aller voir sur internet ce qui se faisait comme deck. Donc je suis allé sur le site limitlesstcg.com, qui est un site qui recense tous les decks qui font du résultat dans les événements majeurs. Et j'ai pris le deck qui correspondait à ce que j'aimais, notamment par rapport aux cartes que j'avais et par rapport au style de jeu que j'affectionne. Et donc je suis tombé sur Picarom. Alors pourquoi Pikachu Zekrom? Parce que j'avais déjà des Pikachu Zekrom, j'avais déjà des Fulgudog, et j'avais déjà 3 Deden GX. Donc j'avais à peu près tout ce qu'il me fallait pour faire ce deck. Et vu que Fulgudog est une carte que je trouve absolument super forte depuis cette 8ème génération, je me suis dit ça peut payer, ça peut être pas mal. Donc les Deden GX, 2 Fulgudog, 3 Picarom, donc j'en avais pas 3, j'ai dû aller en chercher à l'échange, mais j'en avais déjà quelques-uns. Tokoriko Prisme, pour ceux qui connaissent, on prend 2 énergies dans la défausse et on les met sur les Pokémon de banc. Donc ça permet d'accélérer de façon significative son deck. Donc virtuellement, si au premier tour on a le moyen d'avoir un Montonnerre, si on a de l'énergie dans la défausse, ce qui est possible avec les Rapid Ball,
de défausser des énergies, ou avec des Dédènes, hein, par exemple, le talent qui nous permet de défausser ses cartes de sa main pour se faire une nouvelle main. On peut avoir 2 énergies dans la défausse. On peut jouer Tokoriko Prisme, aller chercher les énergies de la défausse, les mettre sur son Pikachu, Zekrom. Ensuite, on lui met sa petite énergie du tour, ce qui le monte à 2 énergies. On le met au poste actif, on joue à Montonnerre, et on a un Pikachu Zekrom qui, au premier tour, peut faire son attaque à 150 et charger un autre Pokémon. Ou se charger lui-même. Donc ça, c'est bien sûr, hein, c'est virtuel, ça arrive jamais, ce genre de configuration, mais c'est pour vous montrer que c'est potentiellement un deck qui peut aller très vite, donc ça rejoignait un peu le type de jeu que j'aimais bien. Et c'est un deck qui peut potentiellement taper très fort avec de l'électropuissance. Malheureusement, dans ce deck, un des défauts, c'est qu'on ne peut pas jouer d'exploration de Leaf, et on ne peut pas jouer... Enfin si, on pourrait jouer des Carolina, mais Carolina, c'est un dresseur qui permet d'aller chercher un objet. Donc c'est une carte qui au final est assez lente, hein, qui ralentit grandement le jeu. Donc surtout quand on a des Rosemary dans la main, on se dit que Rosemary nous permet d'aller piocher 6 cartes. Donc on préfère souvent jouer une Rosemary qui va nous permettre de renouveler notre main et nous donner des solutions plutôt que de jouer une Carolina. Donc au final, c'est un peu ce que je reproche dans ce deck, c'est que on n'a pas de moyens assez fiables d'aller chercher les électropuissances. Et donc voilà, donc ça c'est les défauts du deck, c'est qu'on tape pas assez fort, difficulté d'aller chercher les électropuissances, le Fulgudog qui peut taper très fort mais qui tank pas des masses, et un Dédenne GX qui est un point faible à 160 points de vie qui rapporte 2 points de victoire. C'est vraiment handicapant hein, dans ce deck. Voilà, donc il a fallu s'arrêter sur un deck, j'ai choisi celui-là. C'est un deck qui reste un des principaux decks qui fait du résultat à l'heure actuelle. Donc c'est un deck avec lequel je me suis entraîné tout le mois de juin. C'est le deck avec lequel je me suis qualifié pour cette Players Cup. Donc ça reste un deck assez fiable et qui est potentiellement très fort. Donc Pikachu Zekrom, c'était un deck qui était déjà très joué avant Épée Bouclier, sur la fin de la 7ème génération. Arrivé en 8ème génération, on a eu Fulgudog où les gens se sont dit super, je vire 2 cartes, je mets 2 Fulgudog, c'est la fête du slip. Et donc il n'y a pas eu beaucoup de surprises. Par contre, il y a eu des mécaniques avec EB2 qui sont apparues bien plus tard, qu'on ne voyait pas du tout début juin et qui ont commencé à fleurir au courant du mois de juin et sur début juillet. On voit que Picarom a eu du mal à s'adapter, alors que le méta, lui, a beaucoup changé depuis le début du mois de juin. Et sur la fin du mois de juin, j'étais plus du tout serein avec ce deck, alors qu'au début, je l'étais vraiment beaucoup. Donc voilà. Ça, c'est le deck que j'ai choisi pour la Players Cup. Maintenant, je vais vous montrer les autres decks que j'aurais pu choisir et que je n'ai pas choisi pour d'autres raisons, mais on va faire un petit tour si vous le voulez bien. Alors, pendant le mois de juin, on a vu fleurir des Lansoriens V. Alors, on savait que c'était fort, hein, c'est une carte qui, quasiment depuis sa sortie, est devenue excessivement chère. Même moi, à l'époque, je jouais encore étendu, et je me disais, mais qu'est-ce que les gens trouvent à ce deck Lansorien V, ok. Un Pokémon qui tape pour une énergie à 30, ouais, super. Il a 210 de vie, pourquoi pas, c'est pas mal, hein. Quand on joue électrique, 210 de vie, ça semble beaucoup pour un V. Et puis ensuite, si ce Pokémon a été déplacé de votre banc vers le poste actif, il tape à 80 dégâts. Bon, ok, on a un Pokémon qui, pour 2 énergies, fait 140 dégâts. C'est pas dégueulasse. En plus, il a un coup de retraite de 1, donc on peut switch, on peut imaginer des trucs. Avec des Sepiatops sur le banc, ça devient pas mal. Parce qu'à chaque fois qu'on dépense une énergie pour faire la retraite, on peut la remettre instantanément sur le Lansorien. Enfin bref, on peut faire des trucs pas mal. Et ensuite, le Lansorien VMAX. Donc là, on s'attend à du gros lourd qui tâche. Et on a une attaque qui fait 130 dégâts. Bon, très bien. L'attaque à une énergie présente absolument aucun intérêt, clairement. Et on a... en effet secondaire de la grosse attaque, on a placé 5 marqueurs sur les Pokémon de banc. Oui, très bien, mais bon. Et en fait, c'était assez dur de visualiser ce que ça pouvait donner jusqu'à qu'on l'affronte. Et je me suis pris des roustes absolument monumentales contre ce deck à répétition.
Et ça faisait partie de mes craintes en choisissant mon deck parce que j'ai énormément de mal en Picarom à gérer ce truc-là. Ça m'est arrivé de jouer avec des ordres du boss, de faire tourner des Pokémon, de claquer l'attaque GX pour tuer plusieurs Pokémon en même temps. Et ça m'est arrivé de tuer un Lance-Orien VMAX plus un Lance-Orien V dans le même tour. Du coup, me mettant à 6 cartes victoire à 1. Voilà, à 1 point de la victoire. Et mon adversaire qui avait pendant ce temps placé des dégâts un peu de partout s'est retrouvé à marquer 6 points de victoire le tour d'après. Je me suis retrouvé complètement décontenancé alors que j'avais l'impression d'avoir la partie dans les mains depuis le début. Donc Lance-Orien VMAX, c'est un deck qui est très difficile à anticiper parce que voilà, tout repose sur la possibilité de mettre des dégâts sur son adversaire. Alors, ça marche avec des énergies frayeur. Voilà, donc à chaque fois qu'on le tape, on prend des dégâts. Donc à base de 2 marqueurs de dégâts par 2 marqueurs de dégâts, ça va. Sauf que c'est cumulable. Donc c'est-à-dire qu'un Lance-Orien VMAX avec 2 énergies frayeur vous mettra 4 marqueurs de dégâts à chaque fois que vous le tapez. Avec un rune sort qui vous remet 4 marqueurs de dégâts. Et là on décide où on les met sur le rune sort. Quand vous le mettez KO. Avec un petit zigzaton de Galar qui permet de mettre des petits marqueurs de dégâts là où ça nous arrange, avec l'épisode de rappel. Giratina qui a la fâcheuse tendance à aller dans la défausse et de revenir, et qui permet de mettre des marqueurs de dégâts aussi. On voit aussi le terrain, que moi je ne joue pas, mais le terrain qui met tous les tours des dégâts aux cartes GX. Bah, c'est un petit peu contextuel, parce que les cartes GX, ça se voit quand même un peu moins maintenant, standard. Donc, faire reposer sa stratégie sur un terrain qui peut potentiellement servir à rien, c'est un peu problématique. Alors, pour résumer, j'ai créé ce deck à peu près 10 jours avant de rendre les listes. J'ai pas eu le temps de le prendre en main, j'avais l'impression qu'il y a un truc qui clochait dans ce deck. Un truc qui faisait qu'il tournait pas bien. Alors, je sais pas ce que c'est, et j'ai pas réussi à identifier. Du coup, j'ai abandonné Lance-Orien VMAX. C'est un deck avec lequel je me sens pas hyper à l'aise. Alors, je vais pas rééchanger mes Lance-Orien V et Lance-Orien VMAX. Je vais les garder parce que, en revanche, j'ai vu des trucs en étendue qui peuvent bien marcher avec cette carte. Donc, je vais faire 2-3 tests. Je vais prendre un peu du plaisir en étendue et on verra plus tard. Ensuite, il y a un autre deck avec lequel j'ai vraiment hésité pendant longtemps. J'ai vraiment failli jouer ce deck en standard. Donc, c'est le deck Zekrom Reshiram. Donc c'est un deck avec lequel je me sentais assez à l'aise. En plus les cartes de ce deck sont absolument terribles. J'adore Reshiram et Zekrom. En plus c'est un Pokémon Dragon. Donc faut dire qu'en standard actuellement on ne voit absolument plus aucune carte fée. C'est fini. Donc c'est un deck qui donc n'a pas de faiblesse. Du coup, pour résumer, ceux qui ne connaissent pas, on vient mettre une carte feu et une carte électrique sur Reshiram et Zekrom. On est aidé par nos Mandrillons et nos cartes échange d'énergie. Voilà. Mandrillon qui permet d'aller chercher des énergies dans la défausse. Et carte échange d'énergie qui permet de prendre l'énergie sur Mandrillon et la mettre sur Reshiram. Et ensuite, on peut défausser jusqu'à 3 énergies de nos Pokémon de banc. Et on fait 90 dégâts par énergie qu'on défausse. Donc c'est-à-dire que si on défausse 3 énergies de nos Pokémon de banc, on peut arriver à faire 270 dégâts. Donc ça c'est la grosse puissance de cette carte, c'est que c'est une carte qui, de par nature, tape excessivement fort pour une mise en place qui est somme toute assez simple. Donc c'était un peu son avantage parce qu'on a beaucoup de grosses cartes maintenant en standard et les cartes VMAX, même si elles ont 300 et quelques de vie, n'ont pas les ressources pour tomber un Reshiram et Zekrom en un seul tour, alors que nous, on peut faire énormément de dégâts à une carte escouade, une carte VMAX, pardon. On peut one-shot une carte escouade, on peut one-shot une carte V. Donc voilà, c'était une carte qui a un énorme potentiel. Le défaut, en fait, voilà, donc on défausse nos énergies, on les met dans la défausse, nos Mandrillons retournent les chercher, on les redéfausse, etc., etc., etc. Les Jirachi nous permettent de lancer notre deck, parce qu'ils nous permettent d'aller chercher des Rapid Balls, nous permettent d'aller chercher des encens d'évolution, nous permettent d'aller chercher les échanges d'énergie. Mais
c'est un deck avec lequel j'ai eu pas mal de victoires, mais c'est un deck qui est assez lent. Donc malgré tout, mettre assez de Mandrillon sur le board, il en faut au moins 2. Tout ce qui est à base de marqueurs de dégâts sur le banc, et ben, c'est l'ennemi public du V-Mini. Si derrière les Mandrillons ils y passent, ça devient compliqué. C'est assez long à en retrouver un autre. Et si on n'a pas les Mandrillons sur le banc, le deck ne tourne pas. Voilà, on peut pas défausser 3 énergies par tour. Tous les tours si on n'a pas de Mandrillon sur le banc. Ce qui fait que contre des decks assez classiques, c'est un deck qui marche super bien. Par contre, dès qu'on tombe contre des decks opti, ce deck-là ne marche plus. Donc c'est un deck que je prends beaucoup de plaisir à jouer, j'ai longtemps hésité, mais clairement contre des decks opti, ça aurait été compliqué. Je pense que le Pikachu Zekrom a beaucoup plus de potentiel en termes de souplesse, en termes d'adaptivité à son adversaire, alors que le Reshiram Dracofeu a qu'une seule mécanique, et si ça passe pas, eh ben on est dans la merde. Donc j'ai abandonné l'idée de jouer ce deck avec beaucoup de tristesse. Et enfin, je vais vous parler d'un dernier deck. Donc c'est un deck que j'ai testé en format papier, parce que j'ai pas les cartes numériques, comme vous pouvez le voir. Je ne suis pas un joueur feu à la base. Voilà pourquoi j'étais un peu réticent à jouer ce deck, parce que je suis pas du tout familier des mécaniques feu. Mais faut dire qu'en standard, les cartes disponibles en feu font que c'est quand même beaucoup moins typique à jouer. En dehors de la soudeuse, ça reste assez classique. Mais surtout, la carte qui m'a fait tiquer, c'est celle-là. Volcanion, donc il y en a 4 dans le deck parce qu'on est quasiment obligé d'avoir un Volcanion sur le poste actif au premier tour si on veut exploiter toute la puissance de ce deck, parce qu'on peut mettre 3 énergies sur un Pokémon, donc c'est-à-dire que potentiellement tour 2 on va pouvoir taper quand même à 230 avec notre Reshiram et Dracofeu. Il n'y a pas beaucoup de decks qui permettent de taper aussi fort au tour 2. Donc c'est pour ça qu'il y a 4 Rapid Ball et 4 Super Ball dans ce deck, parce qu'on est obligé d'avoir un Volcanion en poste actif et un Reshiram Dracofeu sur le banc au premier tour, sinon le deck perd tout son intérêt. Donc c'est quelque chose que j'ai affronté en standard plusieurs fois. Je trouve ça extrêmement fort, je trouve ça très simple à jouer. L'avantage de ce deck, c'est qu'on peut jouer des explorations de livres parce qu'on a 0 Pokémon avec des talents, et ça c'est très fort. Certains jouent des Dracofeu et Roussil. Moi je trouve ça assez fort, Dracofeu et Roussil, parce que dans une certaine mesure ça permet de venir mettre des énergies de la défausse sur un Pokémon pour le rendre efficace tout de suite, et sa petite attaque qui rajoute 3 cartes. Voilà, on peut aller chercher absolument les cartes qu'on veut dans le deck, que ce soit un Pokémon, un carte dresseur, une énergie, un terrain, on peut faire ce qu'on veut. C'est quand même plutôt fort. Voilà, c'est un deck que j'ai très peu testé, donc je suis pas hyper convaincu. Par contre, le combo Reshiram Dracofeu et Volcanion, ça a fait ses preuves, il n'y a plus besoin d'aller plus loin. Et puis surtout, ça permettait de jouer la Pyrotechnique GX, qui est la carte casse-pied du standard actuellement, qui permet à tous les joueurs feu. Je comprends pas qu'on puisse jouer feu sans avoir cette carte dans son deck, clairement. Ça permet, en fin de game, pour une énergie, tout simplement, aller chercher la dernière carte récompense qui nous reste, ce qui fait quand même un gros avantage par rapport aux autres decks. Donc je vous avoue que j'ai un petit regret quand même de m'être lancé sur ce deck un peu tard. Je me suis beaucoup dispersé à vouloir à tout prix faire un deck Lanceurien VMAX qui correspond pas du tout à ce que j'aime faire et à ce que j'aime jouer. Je pense que j'aurais dû plutôt me soucier de ce deck-là, Reshiram Dracofeu. Je pense que je serais arrivé à des trucs bien plus sympas qu'avec mes autres decks. Mais bon, c'est pas grave. On s'est arrêté sur le Picarom. C'est le Picarom qui va disputer cette Players Cup. J'espère qu'il va faire le taf. Et puis, je vous invite à regarder les autres vidéos pour voir la suite du tournoi, comment ça se déroule et voir si ce deck porte ses fruits. Eh ben, écoutez, je vous remercie. Et puis, à plus.